on va commencer rapidement avec notre présentation du jour. J'espère que vous m'entendez assez bien. D'abord, en 1825, une ordonnance de Charles X exige à Haïti, qui vient tout juste de proclamer son indépendance face à la France, de verser 150 millions de francs or à la France, condition posée par cette dernière pour qu'elle reconnaisse le nouveau statut de pays indépendant à Haïti. Un coup dur pour la jeune économie d'Haïti à l'époque, selon plusieurs historiens. Cet argent exigé par la France aura servi à dédommager les anciens propriétaires d'esclaves à Saint-Domingue. En 1849, près de 126 millions de francs or sont versés aux anciens propriétaires d'esclaves de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, au Sénégal et à Sainte-Marie de Madagascar. Encore une fois, tout cet argent dans le but de dédommager ces anciens colons de ce qui était perçu comme une dépossession à l'époque. Aujourd'hui, dans Hypopost, nous parlons de ces indemnités, du contexte politique et social des anciennes colonies lors de leur adoption, de leurs conséquences sur ces pays. Nous parlons aussi de mémoire, de justice et de réparation historique. En effet, pour la première fois, les données liées à l'attribution des titres d'indemnité au 19e siècle dans les anciennes colonies françaises sont publiées sous forme d'une base de données depuis 2021 dans le cadre du projet ANR-OPR d'une équipe du Centre national de la recherche scientifique en France, notamment le Centre international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages. On reçoit aujourd'hui deux chercheuses qui se sont intéressées à la question des indemnités versées par la France aux anciens propriétaires d'esclaves et qui ont toutes les deux travaillé dans l'élaboration de cette importante base de données. Il s'agit de Jessica Balgui. Bonjour Jessica. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris et du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavages, CIRESC. Vous êtes aussi postdoctorante au Center for Black European Studies and the Atlantic University Carnegie Mellon à Pittsburgh. Vous êtes aussi auteur de Indemniser l'esclavage en 1848, débat d'un empire colonial français du 19e siècle, publié chez Cartala en 2020. On reçoit aussi Mathilde Ackermann-Koenigs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement doctorante en histoire, spécialisée dans les études post-esclavagistes. Depuis 2020, vous poursuivez une thèse de doctorat en co-tutelle à l'École des hautes études en sciences sociales ainsi qu'à l'Université de Bielefeld au sein du Centre de recherche sur les pratiques de la comparaison. Vos recherches doctorales actuelles explorent l'impact de l'indemnité haïtienne de 1925 sur les anciens propriétaires de Saint-Domingue et les dynamiques politiques franco-haïtiennes post-esclavagistes. Bienvenue dans cet échange sur la question de l'indemnité. Mais d'abord, je voulais savoir, Mathilde Ackermann, pouvez-vous nous parler un peu d'où vous est venu l'intérêt pour cette tranche d'histoire d'Haïti? Avez-vous des rapports particuliers avec Haïti qui vous a poussé à vous intéresser à cette question? Euh, alors, je n'ai pas de rapport particulier avec Haïti, mais c'est vrai que tout au long de mes études, j'ai été amenée à travailler sur l'histoire coloniale française. Et après, j'ai choisi une spécialisation sur l'île du coup de Saint-Domingue à l'époque coloniale, donc Haïti aujourd'hui. Et c'est comme ça que l'intérêt pour cette histoire en particulier a grandi chez moi. Et voilà. D'accord. Jessica Balgui, on parle aujourd'hui de... Bon, à l'époque où on parlait de cette question, où cette question était d'actualité dans le milieu, en fait, dans ces pays-là, au 19e siècle, il y a déjà eu des intellectuels, des politiques qui mentionnaient euh, qu'il s'agissait d'une indemnisation inverse, comme quoi il aurait fallu que ce soit les anciennes colonies qui soient indemnisées pour les torts qu'avait causé l'esclavage. Cependant, l'indemnisation était faite de préférence au bénéfice des anciens propriétaires d'esclaves. Pouvez-vous nous expliquer un peu le contexte historique entourant ces indemnités et aussi pourquoi la France a choisi de les verser, ces indemnités-là? Merci pour votre question.
Il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, je voudrais vraiment faire un rappel historique sur ces deux indemnités qui sont assez différentes, même s'il s'agit à chaque fois, et pour 1825 Haïti et 1849 pour la France et son empire colonial, à chaque fois il s'agit d'indemniser les anciens propriétaires d'esclaves. Mais dans un cas, c'est la France qui indemnise, et dans le second, c'est le jeune État haïtien qui indemnise. Donc l'argent ne provient pas n'a pas la même origine. Ça, c'est vraiment une distinction fondamentale entre les deux indemnités. En ce qui concerne celle de 1849, l'idée, c'est vraiment de permettre de manière assez pragmatique, notamment pour les abolitionnistes, d'arriver à leur but qui est celui de l'abolition. Comme les colons montrent une certaine réticence à accepter l'abolition de l'esclavage, à partir des années 1830, sous la monarchie de Juillet, quand les débats sur l'abolition sont renouvelés, l'idée d'indemniser apparaît comme la solution qui permet de rallier ces anciens propriétaires. Il y a aussi le fait que la France n'est pas le premier pays à utiliser ce levier, cette ressource pour rallier les anciens colons. Avant eux, en 1833, l'Angleterre fait la même chose avec ses anciennes colonies en indemnisant les anciens propriétaires d'esclaves en 1833. Donc en 1848, lorsque la France abolit l'esclavage, elle inscrit dans son décret d'abolition l'idée, sans résoudre la question, mais simplement en admettant le principe qu'une indemnité devra être versée aux anciens propriétaires d'esclaves, et elle laisse cette question entre les mains de l'Assemblée qui sera constituée et qui devra en déterminer le montant, les modalités de distribution, etc. Donc en 1848, le gouvernement provisoire, suite à la Révolution, règle cette idée d'indemnité assez rapidement. Même si le débat est très intérieur, au moment du décret, on accepte ce principe, mais on n'en détermine pas les modalités. Et c'est plus tard, en 1849, que la loi est votée, donc les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849. Et donc, il y a vraiment deux, deux événements, deux commissions distinctes, deux façons de penser ce moment 1848. 1848 qui est vraiment le moment où on pense l'abolition, et 1849 où on détermine cette question de l'indemnité à travers des commissions, à travers des débats parlementaires et le vote de cette loi importante. Ah, d'accord. Vous avez mené ce travail avec toute une équipe. Euh, J'imagine que ça n'a pas été facile de trouver les documents, de faire la documentation, de trouver les données pour pouvoir les traiter par la suite, les mettre dans la base de données. Pouvez-vous nous parler un peu de la façon dont vous avez procédé pour la recherche documentaire afin de constituer cette base de données, les sources que vous avez consultées, sur les montants versés, les destinataires de ces indemnités? Comment ça a été le processus de recueil de données jusqu'à la mise euh, en forme dans la base de données. Je veux bien commencer, Mathilde. Ouais. Bah, parce que tu étais déjà à la base du projet, je pense que c'est mieux que tu commences. En fait, la base de données, elle a été conçue et pensée dans le cadre de l'ANR que vous avez évoqué, qui était une ANR pluridisciplinaire consacrée à la question des réparations au titre de l'esclavage. Et dans son volet historique, l'un des objectifs, c'était justement de documenter cette question de l'indemnisation, qui est un sujet qui intéresse beaucoup, et pour vraiment documenter cette histoire, au-delà des fantasmes que la question peut susciter, il était question d'aller dans les sources et de trouver les documents qui permettaient d'avoir une vision très précise et exhaustive de tous ces montants, mais pas seulement des registres en eux-mêmes, mais aussi des documents qui permettent de comprendre comment la loi a été pensée, votée,
Donc, c'est des documents en fait qu'on trouve aux ANOM, aux archives d'Aix-en-Provence, aux archives nationales d'outre-mer. Dans mon cas, il s'agit de la sous-série K pour l'indemnité de 1849, où on trouve vraiment notamment les brouillons de la commission de 1849 qui expliquent vraiment en détail tous les débats qui ont mené à cette loi. Et c'est l'objet du livre que vous avez évoqué dans l'introduction. Donc ça, c'est une première série d'archives vraiment précieuses pour comprendre la logique à l'œuvre à ce moment-là. Et ensuite, on trouve des registres pour chacune des colonies dans lesquels sont inscrits les noms de tous les indemnitaires et à qui sont associés des montants. Ce sont des registres très, très importants parce que, au-delà des noms, ils permettent, mais voilà, c'est un travail d'historien, de rendre compte de la réalité, de la complexité en fait de cette histoire. Parce qu'il ne s'agit pas que de noms avec des montants. Derrière ces noms, il y a toute une histoire sociale à construire. Il y a aussi une histoire économique. Ça, c'est un volet que, à mon- de mon côté, j'ai moins traité. Je me suis plutôt intéressée au profil des propriétaires. Mais il y a plein de mécanismes de circulation de l'indemnité, je le redis, des profils très variés des propriétaires qui sont mis à jour mis au jour à la lumière avec ces registres. Donc, ce sont des documents vraiment extraordinaires qui sont accessibles par tous, en fait. Il suffit de se rendre aux archives. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de les numériser et de les rendre accessibles à travers la base de données qu'on a créée et qui avait pour objectif en fait de devenir un outil plus simple d'utilisation que de se plonger dans ces registres numérisés. Là, vraiment, l'idée, c'était de créer un outil qui permette de faire une recherche nominative, de faire des tris, de situer les personnes, etc. Donc, la base de données a commencé avec cette base 1849 et son volet 1825 a été construit en parallèle euh, parce qu'il s'agit du même procédé, il s'agit d'indemniser les anciens propriétaires d'esclaves, mais ce sont quand même des histoires et des façons de faire qui sont différentes. Donc Mathilde, je te laisse expliquer plus précisément pour la base 1825. Alors, avant de répondre, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière pour contextualiser bien. C'est vrai que l'indemnité dont a parlé Jessica, c'est vrai qu'on peut mettre tout ça sous un même volet, mais les deux indemnités, celle de 1825 qui concerne Haïti, est très 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 différente de celle de 1848 sur plusieurs points. Et le premier déjà, est-ce que l'indemnité concerne la reconnaissance de l'indépendance haïtienne, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la loi du 17 avril 1825 une condition de la reconnaissance par la France de l'indépendance d'Haïti, c'est le paiement de ces 150 millions de francs or. Et dans ce cas-là, il faut bien comprendre que on n'est pas sur une indemnisation comme ça peut être le cas en Martinique ou en Guadeloupe par la suite de la propriété esclavagiste, ça va être vraiment la propriété terrienne. C'est Haïti qui rachète sa terre et sa terre est estimée à 150 millions de francs or, qui correspond à un dixième de ce qu'Haïti pouvait, enfin, ce que la colonie, donc du coup Saint-Domingue, pouvait produire avant la Révolution de 1791. Et c'est dans cette dynamique-là que la France tente de conserver quand même une mainmise économique sur l'île en en poussant Haïti à devoir payer cette énorme somme d'argent dans un temps imparti qui est très court, qui était de 5 ans, ce qui n'a pas été tenu puisque c'était intenable à l'époque pour le pays. Et, euh, et dans ce cas-là, on est dans une autre dynamique. Et cette autre dynamique, on la retrouve dans les états détaillés, qui sont 6 volumes d'environ entre 300 et 600 pages, qui en fait représentent les propriétaires terriens
qui ont été reconnus comme tels par la commission de liquidation de l'indemnité et qui reçoivent 1/10 de la valeur de leur propriété. Voilà. Donc, ces 6 volumes ont été inscrits entre 1825 et 1833 et servent en fait à la commission à montrer au ministère des Finances voilà comment les 150 millions vont être répartis entre les familles. Donc, c'est pas des documents qui ont été destinés à la postérité comme nous, on peut l'utiliser aujourd'hui, mais c'est vraiment utilisé en fait pour rendre des comptes. C'est un livre qui a une visée purement économique. Donc, à l'intérieur, ce qu'on retrouve, c'est plusieurs colonnes. On a les propriétaires, leurs ayants droit, la nature des propriétés et la valeur estimée de leur propriété. Et en fait, ce qui a été très compliqué à comprendre lors de la transcription de ces 6 volumes, c'est comment les informations fonctionnent les unes avec les autres. Parce que dit comme ça paraît simple, sauf que les histoires familiales font que un cousin ne reçoit pas la même somme que le frère, que l'enfant d'eux, que la femme. Et ce qui est totalement normal, mais ça rend en fait la répartition de l'argent extrêmement complexe. Et le système utilisé dans ces documents pour faire comprendre cette complexité est extrêmement complexe. Et ça nous a pris au moins 6 mois, voire plus mois d'études déjà de comprendre les liens et puis après essayer de les transformer dans une base de données qui va exploser en fait les informations. La base de données, elle est découpée entre 2 fiches, la fiche personne qui va donner des informations biographiques et la fiche titre qui, elle, va donner des informations sur, donc on appelle ça un titre, la possession d'une indemnité. Et devoir exploser les informations a dû demander de vraiment les comprendre dans leur fondement. Et c'est ça ce qui a pris beaucoup plus de temps et qui a été le plus difficile, je pense, pour nous. La transcription, c'était presque le plus simple, même si ça a pris du temps aussi. Avez-vous travaillé avec des chercheurs haïtiens dans le cadre de ce travail? Vous consultez des chercheurs ou des... Voilà. Alors, pour le travail de la base, on n'a pas consulté puisque c'était vraiment un travail de mise à disposition d'une source, comme l'a dit Jessica, qui existe dans les archives. Par contre, dans mon travail personnel, bien évidemment, on est obligé de... Enfin, c'est comme ça que fonctionne la recherche. Je suis obligée de regarder ce qui est fait ce qui est fait en Haïti comme ce qui est fait aux États-Unis, en Angleterre, sur la question. Enfin, c'est là la difficulté aussi d'écrire sur un sujet qui émeut autant, puisque souvent va être écrit des articles dessus, souvent on va voir paraître des informations dessus, et c'est la difficulté de rassembler tout ça dans un livre cohérent et intéressant pour le lecteur. Je voudrais vous poser cette petite question. Justement, vous qui avez travaillé sur la base de 1825, euh, qu'est-ce que cette base contient, que contient cette base sur Haïti? Que raconte-t-elle sur la période 19e siècle à partir de 1825? Que raconte cette base sur Haïti et sur les rapports entre la France et la nouvelle République? Alors, alors, je ne parlerai pas de la base en elle-même, je parlerai plus de la source qui sont les états détaillés. Et cette source, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a eu des choix qui ont été faits par la commission d'accepter qui représente un ancien propriétaire de Saint-Domingue et qui n'en représente pas. Et c'est dans le choix c'est dans ce choix de personnes en fait que l'on peut
peu à peu trouvé un schéma où les grands propriétaires terriens sont représentés en majorité et que ensuite les moyens propriétaires et quelques petits propriétaires. Euh, En majorité, ça va être donc du coup, des descendants français et beaucoup qui n'ont jamais mis les pieds sur l'île lorsqu'elle était encore possession française. Et ça montre une histoire qui est très très complexe, euh, une histoire française complexe de grands propriétaires blancs majoritairement, euh, et ce qui j'ai pas encore les chiffres parce que c'est pour l'instant encore une hypothèse, mais ce qui ne représente pas forcément la réalité coloniale du XVIIIe siècle, où on sait très bien qu'il y a beaucoup de petits propriétaires de couleur qui a possédé des petites propriétés avec un ou deux esclaves, par exemple. Et ces personnes-là, qui sont très certainement restées en Haïti, ont du coup perdu leur propriété dans le sens propre colonial français et n'ont pas été indemnisés pour cette propriété-là. Donc c'est vraiment une histoire française de la colonisation française en Haïti. C'est ça ce que montrent les états détaillés. Jessica Balgui, vous qui avez travaillé sur Martinique on va dire le sud de la Caraïbe, en 1949, la question de l'indemnité. Dans quel contexte économique, politique et social le débat sur l'indemnité s'est-il introduit au XIXe siècle dans cette pays-là? Quel était le contexte à l'époque? Le contexte, oui. Donc la question de l'indemnité, comme je vous l'ai dit, elle se pose dès les années 30, donc avec la monarchie de Juillet. C'est vraiment les années qui précèdent l'abolition sont des années de débats importants autour de l'abolition, où en fait l'idée, c'est, il me semble plutôt de discuter les modalités de sortie de l'esclavage que de vraiment interroger l'abolition. Euh, L'enjeu principal devient celui de l'indemnité, notamment pour les colons, mais aussi pour l'État français qui souhaite garder ses possessions coloniales. Le contexte politique et géopolitique, alors je ne suis pas spécialiste, mais la, l'idée pour la France, c'est de garder ses possessions, notamment dans sa concurrence à l'Angleterre et à ses possessions, à leurs possessions coloniales. Surtout que les propriétaires français menacent d'une certaine manière de quitter les colonies qui vont, selon eux, euh, euh, mener à leur perte, c'est-à-dire qu'ils se posent un petit peu comme les garants de l'équilibre économique, social, sécuritaire des colonies, avec d'une certaine manière le spectre d'Haïti et l'idée que les esclavisés puissent se rebeller et mener une révolution similaire. Donc il y a ces enjeux et ces jeux de pouvoir. Euh, c'est une chose. Ensuite, sur le plan économique, les colons et notamment les grands propriétaires sucriers commencent à faire face à la compétition du sucre de betterave. Et donc, l'indemnité coloniale, c'est aussi une manière de réorganiser les moyens de production, en fait. Donc, l'indemnité coloniale, elle est un peu présentée comme la solution miracle qui va permettre de rallier les colons, qui va permettre par le versement de salaires qui finalement ne seront pas versés, mais ça c'est une histoire post-abolition qui est en train d'être écrite justement par une collègue, Noémie Marie-Rose, sur la manière dont on a reproduit une certaine forme de dépendance dans le travail et comment les salaires, l'idée de salaire en fait n'a pas vraiment fonctionné, même si c'était une revendication des nouveaux travailleurs. Mais
Voilà, cette indemnité, elle était censée permettre de profiter à l'ensemble de la colonie, des colonies, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Quand on regarde en fait le versement de l'indemnité, donc pour rappel, je ne l'ai pas dit au début alors que c'est fondamental, l'indemnité coloniale de 1849, c'est 126 millions de francs qui sont répartis de la manière suivante. En fait, c'est un versement en numéraire la première année, donc 6 millions de francs. Ça, c'est vraiment pour répondre à une demande des colonies où il manque de liquidité. Donc, l'indemnité coloniale, on leur donne d'abord 6 millions en numéraire. Et ensuite, c'est une rente annuelle sur 20 ans de 120 millions de francs. Et un huitième de toute cette somme est prélevé pour créer les banques coloniales, en fait, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Euh, donc voilà, donc ça c'est le principe de l'indemnité. Et quand on regarde son versement, qui sont les bénéficiaires, on se rend compte que l'indemnité, elle échappe à la plupart des propriétaires d'esclaves, peu importe leur profil d'ailleurs. En fait, elle se concentre entre les mains de leurs nombreux créanciers, qui peuvent être par ailleurs propriétaires d'esclaves, mais ça montre en fait que le système esclavagiste, à ce moment-là, fonctionne vraiment sur un système de dette. Les propriétaires sont endettés et l'indemnité permet de rembourser toutes les dettes. Et d'ailleurs, dans la loi en elle-même, la loi prévoit cette circulation de l'indemnité entre les créanciers, entre les débiteurs et leurs créanciers. Donc on voit que cette indemnité, elle circule à la fois dans les colonies, mais aussi des colonies vers la métropole, et parfois même auprès de personnalités qui n'ont rien à voir avec les colonies. Si on prend la Martinique, le plus grand bénéficiaire de l'indemnité est un Parisien qui n'a, avant l'indemnité, jamais mis les pieds dans les colonies et qui, en fait, spécule et rachète des centaines et des centaines de titres auprès de propriétaires qui, en fait, ont besoin de liquidités ou de vendre leur rente. Donc, pour eux, c'est un profit immédiat. Ils vendent leurs titres à cet homme qui vient spéculer et qui devient actionnaire à la Banque coloniale de la Martinique. Donc, il y a vraiment des opérations financières qui se font à partir de cette indemnité. Et ça, c'est une grande, voilà, un résultat important de cette étude historique de l'indemnité coloniale qui permet une grande, voilà, un résultat important de cette étude historique de l'indemnité coloniale qui permet aussi de démystifier l'idée que de grands propriétaires se sont enrichis avec l'indemnité coloniale. Après, c'est une histoire qui peut être écrite. Je ne me suis pas spécialement intéressée à ces grands propriétaires. Moi, dans mon cas, je me suis intéressée aux propriétaires que Mathilde a évoqués, à savoir les libres de couleur de la Martinique. Parce que moi aussi, j'ai fait ce constat, en fait, que parmi ces propriétaires d'esclaves, en fait, on trouve une diversité de profils. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'aller creuser euh, la, 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 l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont été eux-mêmes esclaves à un moment, ou qui sont descendants d'esclaves et qui se retrouvent propriétaires puis indemnitaires à leur tour. C'est une histoire que j'avais vraiment envie de creuser et qui, à mon avis, apporte de la nuance et de la complexité à cette histoire. Donc, voilà. Jessica Fabaldi, en fait, aujourd'hui encore, beaucoup plus qu'avant, la question on va dire, des réparations et des justice par rapport à l'esclavage est dans l'actualité. Il est vrai que le débat divise dans le milieu intellectuel et même politique, mais ceci n'empêche pas que c'est une question qui revient de plus en plus, la question de réparation historique par rapport à l'esclavage. Comment votre travail, bon, on va poser la question à toutes les deux, comment votre travail permettra-t-il d'aborder cette question si épineuse aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il apporte dans le débat sur la question des réparations aujourd'hui? À mon avis, l'apport principal de ce travail, qui est vraiment, je le rappelle, un travail et donc d'historienne, d'une vision parfois un peu fantasmée en fait de cette histoire qui n'était pas forcément documentée. On sait que l'indemnité a été versée, mais en fait on ne savait pas vraiment à qui. Euh, donc il était possible de s'imaginer beaucoup de choses. Là, rendre cet outil accessible à tous,
au-delà de la recherche. C'est un outil qui sert principalement aux historiens, aux historiennes, je pense. Moi, en tout cas, il m'a aidé à faire ma thèse. Euh, on a beaucoup de collègues qui s'intéressent à l'histoire coloniale et qui ont des personnalités qu'ils retrouvent dans la base. Et donc, ça leur permet d'avoir des informations sur le nombre d'esclaves qu'ils pouvaient posséder, etc. Mais le fait de l'élargir au grand public, c'était aussi pour offrir cet outil de compréhension et de finesse, en fait, de cette histoire. Donc, je pense que l'apport, il est modestement, vraiment, de permettre d'avoir une vision plus précise des choses. Elle ne, la base de l'indemnité coloniale, à mon sens, ne sert pas euh, à des revendications. En tout cas, elle n'a pas été conçue pour ça. Elle a vraiment été conçue avec cette, cette valeur en fait scientifique. L'idée en fait pour nous, c'était de transformer justement cet objet politique en objet scientifique. Euh, donc l'apport est là. Euh, Ensuite, je dirais qui permet, oui, au-delà de la base de données, mais vraiment là dans l'analyse que l'historien en fait, d'apporter de la nuance. Euh, à partir de son analyse. J'en reviens à mon travail où, encore une fois, je pense avoir mis à jour une réalité qui était, à mon avis, mal connue. Euh, Moi, j'ai été, je crois, la première surprise, en fait, en tombant sur ce registre, de découvrir ces personnes qui apparaissent sans patronyme. Je m'attendais à trouver vraiment des grandes familles, et puis j'ai trouvé tous ces noms, Elisabeth, Jean. En discutant avec ma directrice de thèse, on a vite compris que c'était des livres de couleur, et je me suis dit, mais c'est fascinant d'essayer de comprendre, en fait, comment on devient, qu'est-ce que c'est qu'un propriétaire d'esclaves, comment on devient propriétaire d'esclaves. Est-ce qu'un propriétaire d'esclaves est forcément un maître d'esclaves? C'est là que ce travail-là met à jour, par exemple, des personnes qui sont dans la base de l'indemnité coloniale, qui reçoivent une indemnité pour, en fait, un esclave dont il n'était pas vraiment le maître, mais dont il était le propriétaire statutaire. Ça n'était qu'un statut. En fait, il s'agit de sa mère, de son frère, de sa fille. Et cette personne apparaît aux yeux de la postérité et dans le registre comme un propriétaire d'esclaves. Mais il faut avoir l'œil et le regard et une certaine expertise pour en fait mettre à jour la réalité historique derrière. Et ça, il me semble que c'est une manière d'alimenter le débat, mais aussi d'une certaine façon de l'apaiser encore une fois, en le transformant en un objet scientifique et en regardant cette réalité avec le plus d'objectivité possible et en le dépouillant de considérations morales et en le prenant pour voilà, cet objet scientifique incroyable. Et ce moment historique vraiment sans pareil, à mon avis, pour analyser l'histoire coloniale esclavagiste française. Voilà. Yeah, merci. Cette année 2023 marque les 220 ans de la bataille de Vertières en Haïti, en fait, qui a amené à la création de la première République noire en 1904. Je voudrais demander à Mathilde Ackerman la même question que Jessica. Que pensez-vous que vos recherches sur Haïti, sur l'ordonnance de 1925, apportent dans les débats sur la question des réparations, la question de la responsabilité morale qui prévaut beaucoup aujourd'hui dans les milieux scientifiques et intellectuels? Alors, je pense que Jessica a dit déjà beaucoup de choses qui sont totalement valides pour le cas haïtien. Mais si je pouvais rajouter une particularité, c'est euh, c'est vrai que les états détaillés donnent des énormes sommes qui sont versées ou qui devraient être versées aux familles. Et ces énormes sommes restent pour nous aujourd'hui une preuve de paiement. Ce que les états détaillés ne sont pas, ce ne sont pas des preuves de paiement. Et on retrouve souvent dans les études, telle famille a reçu tant, telle famille a reçu tant. Et quand on voit de grandes familles esclavagistes recevoir euh,
30 millions, enfin 30 000, pardon, pas 30 millions, mais 30 000 euh, francs or pour leur propriété, on se dit, voilà, au scandale, et c'est normal, c'est normal. Mais sauf que ce qui est intéressant dans le travail que l'on a fait dans la base, et ce qui est intéressant, ce que moi je fais comme travail, c'est d'aller au-delà de ça et de se rendre compte déjà dans un premier temps que les états détaillés, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont vraiment qu'une source économique qui sont faites pour montrer un état à un moment T au ministère des Finances. Et dans la réalité, on sait que Haïti n'a pas eu la possibilité de payer en 5 ans, mais que les paiements se sont étendus de 1826 à 1898 environ. Et on sait également que ces états détaillés qui étaient nominatifs à la base vont très rapidement devenir des titres d'indemnité, comme l'a expliqué Jessica tout à l'heure, où en fait les propriétaires vont vendre leurs titres pour avoir de l'argent liquide sur un moment T. Donc, et aujourd'hui, les sources de toutes ces transactions ne sont pas disponibles et sont perdues. Donc, on ne sait pas qui a reçu quoi et quand, et surtout combien. Et je pense que c'est très très intéressant de le mettre en avant dans la recherche, que déjà les paiements se sont faits sur près de 70 ans. Donc on parle à cette époque-là de 2 voire 3 générations après celle des anciens propriétaires coloniaux. Et ensuite, des paiements qui se sont faits vraiment petit à petit, euh, puisque Haïti a payé en 1826, après n'a plus payé jusqu'en 1840, et a de nouveau arrêté les paiements, puis a recommencé. Donc c'est vraiment une histoire qui n'est pas du tout fluide. Ça a été haché, et cette idée que les propriétaires se seraient fait une nouvelle fortune. Par contre, la responsabilité de la France, la responsabilité des créditeurs, la responsabilité des banques et toutes ces personnes, ces acteurs qui ont joué un rôle important dans le fait de puiser de l'argent à Haïti, ça on les retrouve pas dans les sources. Ça, c'est des sources qu'on retrouve un peu cachées dans les banques, qu'on retrouve sur le côté, par exemple, à la Caisse des dépôts et des consignations. C'est des choses qui sont assez difficiles à traiter même aujourd'hui. Le New York Times l'a montré, que certaines banques n'ouvrent pas leurs archives. Donc, il y a des informations, on n'a pas accès, et c'est ces informations-là, je pense, qui devraient être ouvertes et qui permettraient d'écrire une nouvelle histoire de l'indemnité. Et c'est pas pour dédommager les anciens propriétaires, c'est juste effectivement pour montrer les faits. Voilà. Il n'y a pas que ces acteurs-là, même s'ils ont été mis en premier plan, il n'y a pas que ces acteurs-là, et c'est pas les premiers bénéficiaires de l'indemnité. J'allais justement vous demander les difficultés auxquelles vous avez fait face lors de la constitution de cette base. Quelles étaient les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées? Et je peux répondre, c'est quelque chose qu'on a en commun pour les deux bases, mais je vais le dire très rapidement, Mathilde, je vais te laisser. C'est une grande frustration, je pense, dans les deux cas, en tout cas, bon, je vais parler pour moi. On a accès, en fait, vous savez, quand on fait de l'histoire, les sources dont on dispose, elles sont partielles, elles sont souvent, elles émanent notamment là sur la question de l'indemnité, elles émanent des administrations coloniales, métropolitaines. Donc là, les registres auxquels on a accès, ce sont des documents, vraiment un registre sans rature, où on voit bien qu'en fait c'est un document final, c'est-à-dire il y a eu plein de choses rédigées avant, plein de processus antérieurs qui n'apparaissent pas, et là on a accès à ce document final, l'état des règlements définitifs pour 1849, où on voit ces noms avec ces montants. Ce qu'on n'a pas, en revanche,
ce sont tous les dossiers qui permettent de constituer ce droit à l'indemnité. En fait, chaque ancien propriétaire doit vraiment constituer un dossier et justifier de plusieurs manières ses anciennes propriétés. Donc, ces registres-là, pas ces registres, excusez-moi, ces dossiers auraient été une source mais précieuse à plus d'un titre. Mais en fait, on n'y a pas accès. Alors, soit ils existent quelque part et on ne sait pas encore où, soit ils ont été détruits. Après, ce qui nous reste comme option, et c'est ce que j'ai un petit peu cherché, mais bon, ma recherche n'est pas terminée, hein, je commence. Enfin, j'ai fini ma thèse, mais voilà, j'espère continuer. Ce serait en fait des archives privées, peut-être, des familles, mais là, en l'occurrence, peut-être des grandes familles qui ont conservé des documents d'archives où on aurait accès à la manière dont ils ont constitué ces dossiers, les commentaires qu'ils ont pu en faire. Ça, ce serait extrêmement précieux. On les a pas. Donc voilà, ça, c'est une difficulté, voilà, l'accès aux sources. Euh, et après, une autre difficulté, c'est de rendre compte, mais ça, Mathilde l'a évoqué, de rendre compte de la finesse des archives à travers une base de données, un outil numérique, en fait, de rendre compte de ces circulations de titres. Euh, euh, c'est en fait l'indemnité coloniale de 1849. Pour 1825, c'est similaire, c'est un processus extrêmement complexe. C'est vraiment difficile de l'expliquer sur le plan administratif, d'en expliquer les logiques, les raisons, la distribution, les acteurs. C'est une histoire complexe. Et cette base de données, on a vraiment essayé de la rendre la plus explicite possible. Euh, J'espère qu'on a réussi. En parlant de la base de données, je voudrais que vous me faites une petite description de cette base. Comment on peut y avoir accès, qu'est-ce qu'on y trouve, comment faire la recherche, etc. Mathilde, je te laisse. Je pense que pour la difficulté de la base, bah, c'est vrai que ça, on l'a déjà évoqué. C'était beaucoup de, de simplifier et d'exploser les informations d'un document aussi complexe. Parce que, bah, comme je l'ai expliqué et comme Jessica vient de le dire, il y a des logiques derrière et ces logiques ne sont pas documentées ou ne sont plus documentées. Donc, pour nous comprendre euh, est-ce que tel paiement a été fait individuellement, donc c'est une personne reçoit une somme ou collectivement plusieurs personnes reçoivent une somme et après c'est à eux de se débrouiller entre eux. Toutes ces logiques-là, elles sont très très complexes à comprendre et ce sont les documents, ce sont les dossiers des anciens propriétaires et de leurs ayants droit qui auraient permis une bien meilleure et bien plus facile compréhension puisque on a les numéros de dossiers, on a le suivi des discussions entre l'administration et les personnes et dans le cas de l'indemnité haïtienne on n'en a pas beaucoup, on en a certains donc ça permet quand même de se faire une petite idée mais on n'en a pas beaucoup. Déjà ça s'explique aujourd'hui. La plupart des archivistes avec lesquels j'ai pu parler m'ont dit que les documents se trouvaient au ministère des Finances et que ils ont disparu lorsque le ministère des Finances a brûlé. Euh, J'en suis pas encore tout à fait sûre, mais bon, pour l'instant, j'essaye de me contenter là-dessus et de me concentrer sur d'autres documents aussi très intéressants. Et ça, c'est vrai que la frustration de ne pas trouver des documents qui sont la clé de toute cette histoire, elle est énorme et c'est très très compliqué à gérer, je pense, en tant qu'historien, puisqu'on veut écrire une histoire, on n'écrira jamais une histoire totale, mais on essaye au moins d'écrire une histoire complète et euh, du coup là, c'est un réel trou. Euh, Ça, c'était les difficultés de la base et j'ai oublié la deuxième question du coup. Il y a Comment justement fonctionne la la base? deuxième. Ah oui, comment fonctionne la base? Justement, Alors, comment fonctionne la base? euh, Qu'est-ce qu'on écrit? euh, Techniquement, comment ça marche? alors, la base, en fait, est découpée en deux parties, disons. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui s'appelle Base 1825 et qui concerne Haïti. Et on peut retrouver
une bibliographie, on peut retrouver les données statistiques, on peut retrouver des informations complémentaires, les archives qui ont été utilisées, enfin l'explication des archives qui ont été utilisées pour comprendre les documents. Et ensuite, on a la base, donc 1848, qui est 1849, qui est en fait, c'est fait en miroir l'un et l'autre. On a exactement les mêmes informations, mais qui concernent 1849. Et on a cet onglet recherche où on peut chercher soit de manière générale une personne avec son nom de famille ou simplement un prénom, ou on peut chercher de manière beaucoup plus ciblée sur une aire géographique, sur une base précise. Par exemple, pour Haïti, ça a été découpé en paroisses. Donc, on a les Cailles, l'Artibonite, etc., où on peut vraiment chercher dans une paroisse des propriétaires, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, lorsqu'on a la liste de recherche qui arrive, on peut cliquer soit sur la personne, soit sur un titre. Donc la personne, comme je disais tout à l'heure, on a ces données, ces informations biographiques. Et sur le titre, on a vraiment toute l'information, quand est-ce que le titre a été accordé, et qui sont les personnes qui se trouvent sur ce titre, qui sont les propriétaires, qui sont les ayants droit. Et on a à chaque fois des photos des archives qui complètent, de telle manière à ce que les personnes puissent toujours se référer à l'archive en question. Ce qui m'aide beaucoup, parce que c'est vrai que même si la base est très bien conçue, il est toujours important de revenir aux sources, comme on dit. Et c'est vraiment pratique d'avoir directement ces images à disposition. Et voilà. Et ensuite, l'idée, c'est que ce soit collaboratif. Donc, on peut créer un compte et on peut demander à faire des changements lorsqu'on voit qu'il y aurait des erreurs possibles. Nous, derrière, on va valider ou invalider les changements. En ce moment, on n'accepte pas totalement les changements, puisque nous-mêmes, sur la base 1825, puisque nous-mêmes sommes en train de retravailler la base pour effacer le plus d'erreurs possibles qui ont pu se glisser dans les 25 000 personnes qui s'y trouvent. Ok, donc je crois comprendre que le travail, c'est un travail assez dense que vous avez fait. Et c'est pas encore fini, donc c'est un travail qui évolue avec le temps, avec les collaborations, comme vous avez dit. Donc, c'est pas complet, ça évolue. Je voudrais vous demander à toutes les deux, comment ce travail a-t-il été reçu dans le milieu on va dire, dans le milieu qui le concerne, on va dire d'abord dans les anciennes métropoles, dans les anciennes colonies françaises, comment ça a été reçu? Ben, j'aimerais bien commencer en disant que lors de la publication directe de la base, puisque ça a été publicité dans des journaux, on a eu des, des réactions qui ont été très vives. Et moi, je pense que ces réactions, elles étaient importantes pour montrer que le sujet est pas encore compris et que du coup, le travail qu'on est en train de faire en ce moment, ou que Justica va bientôt publier, il est très important. Parce que une grande partie de la population n'a pas encore compris. C'est-à-dire que une critique qu'on a pu lire, c'était vous exposer les anciens propriétaires et leur argent, que c'était quelque chose, voilà, un peu comme on exposerait une liste de collabos en ligne, quoi. Alors que le travail, ce n'est pas du tout dans cette démarche-là qu'on était, et c'est surtout pas ce qu'on a fait, puisqu'en fait, les documents existent et sont dans les archives et sont libres de consultation pour tout le monde. Et moi, je pense que c'est d'abord ces réactions-là qui ont été, pour moi, très importantes, parce que je me suis dit, allez, il y a vraiment un travail à faire, même d'expliquer à la population plus grande ce qui s'est passé dans les colonies, ou surtout post-coloniales. Et ensuite, je pense que après cette vague-là,
ça a été beaucoup de retours positifs du travail qu'on a fourni. Et je pense que la base, même si elle est en évolution, aide beaucoup de chercheurs, de personnes qui font de la généalogie, des personnes qui aimeraient qui aimeraient travailler sur la propriété, sur l'argent. Enfin, elle touche à tellement de sujets que je pense que jusqu'aujourd'hui, après, on a reçu que des retours positifs. Je sais pas ce que toi t'en dis, Jessica. Justement, avant que Jessica ajoute quelque chose, est-ce que on va dire, donc vous avez mentionné généalogie, est-ce que on sait qui sont ces personnes aujourd'hui, leurs descendants, on va dire? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on... Bah, c'est pas le but de, justement, c'était vraiment pas le but du travail qu'on a fait. C'est pas faire de la généalogie de ces personnes, mais ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui font de la généalogie, parce qu'en fait, dans les états détaillés, en ce qui concerne 1825, il y a énormément d'informations biographiques. Et ces informations, elles sont très importantes pour l'administration française, pour comprendre comment les personnes sont liées les unes avec les autres et qui doit recevoir quelle somme. Mais pour nous, les historiens, c'est une mine d'or d'informations biographiques où on sait, par exemple, qu'une femme a été mariée 3 fois, donc a eu est liée à 3 familles différentes, a peut-être eu des enfants avec 3 des maris, et donc les enfants eux-mêmes sont liés. En fait, ça nous permet en fait de faire un travail généalogique qui est quand même considérable, ne serait-ce qu'avec l'information primaire qui se retrouve dans ces états détaillés. Je me rappelle pas vous avoir déjà abordé sur les conséquences à l'époque des indemnités imposées par la France sur Haïti. Quelles ont été les conséquences, on va dire, sociales, politiques, et les implications sociales et politiques de ces indemnités à l'époque, Mathilde Ackerman? Alors, je vais essayer de répondre très très simplement et rapidement. Alors, il y a plusieurs conséquences. Donc, la première conséquence, c'est déjà pour les anciens propriétaires qui, du fait de leur expropriation en 1803 de l'île de Saint-Domingue, du coup, n'ont plus accès à leurs terres et pensaient quand même pouvoir revendre de particulier à particulier, en fait. Et l'ordonnance de 1825, du coup, coupe totalement leur possibilité de revendre leurs terres et ils se font à nouveau totalement expropriés de l'île. Et ce qui fait que ils s'y attendaient pas à cette ordonnance. Ils voient ça comme une trahison de la part de Charles X. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir revenir. Donc ça, c'est une première partie. Et pour eux, c'est très difficile puisqu'ils reçoivent 1/10 de la valeur initiale. Donc, 1/10 de la valeur d'une propriété, on sait très bien que c'est vraiment pas beaucoup, même si les chiffres paraissent énormes, c'est quand même pas beaucoup. Et donc, pour eux, c'est un coup dur et beaucoup sont vraiment désolés de cette situation. Ensuite, la France, elle, ça lui permet de conserver la mainmise économiquement parlant sur Haïti, qui va devoir prendre des prêts auprès de banques pour pouvoir payer cette indemnité. Et c'est ce qu'on appelle la double dette, donc je vais pas rentrer dedans, mais la France Haïti, à 2 reprises a dû s'endetter auprès de banques françaises mais également étrangères pour pouvoir payer les 150 millions de francs or qui ont été réduits par la suite à un total de 90 millions, mais il y a eu 2 endettements qui ont été faits et la France garde vraiment une possession économique sur l'île. Et ensuite, pour Haïti, la grande difficulté, ça a été de repayer ses prêts et de repayer l'indemnité. Donc ça fait quand même 3 paiements à devoir à la France, avec les intérêts à chaque fois, également sur
l'indemnité, parce qu'on n'y pense pas, mais il y a eu des intérêts à payer sur l'indemnité également. Et, euh, et voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place par le président Boyer, puis ensuite par ses prédécesseurs, enfin par ses successeurs, excusez-moi, pour réussir ces paiements-là. Voilà, enfin ça a contribué à affaiblir la force économique haïtienne. Quelque chose à ajouter, Jessica Balki, concernant les pays sur lesquels vous avez travaillé? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux conséquences que ces indemnités ont entraînées sur l'économie ou le social de ces pays? En fait, c'est une histoire qui reste à écrire. C'est-à-dire que on sait que l'indemnité a échappé à la grande majorité des propriétaires d'esclaves des colonies de l'Empire colonial français. L'argent s'est quand même concentré principalement en métropole. Donc il y a cette histoire à écrire et puis il y a aussi celle des banques coloniales. Donc ce volet économique, vraiment, c'est quelque chose qui reste à traiter. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était vraiment l'histoire sociale de ces propriétaires d'esclaves. En fait, faire une histoire à rebours de l'indemnité coloniale, non pas sur les conséquences de ces paiements, mais plutôt sur comment on en vient à devenir indemnitaire, quelle est cette diversité de profils. Et j'en reviens à ce dont on parlait juste avant sur la réception. Moi, j'ai vraiment cette satisfaction-là d'avoir, à mon avis, contribué. En fait, je pense ou je l'espère, c'est le sentiment que j'ai à chaque fois que je fais une conférence ou là, j'étais en Guadeloupe le mois dernier. Quand je parle de mon travail, j'ai l'impression de participer à une forme d'apaisement, mais enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas une meilleure compréhension qui fait que le débat est plus clair et peut-être plus simple en fait. Euh, donc pour moi, c'est satisfaisant cette sensation que le travail qu'on fait et qu'on mène participe à fluidifier en fait les échanges, les débats actuels, contemporains sur ces questions-là, en apportant encore une fois vraiment, c'est le maître mot pour moi de la nuance. Voilà, c'est ce que je dirais sur la réception et puis sur l'apport de notre travail. C'est la dernière, vraiment la dernière question. Euh, je comprends effectivement le travail que vous faites toutes les deux. Je visite assez régulièrement la base de données. Je rappelle que c'est esclavage indemnité, esclavage-indemnité.fr, c'est ça l'adresse du site. Avez-vous des étapes qui arriveront prochainement par rapport au travail que vous avez déjà fait? Oui. Très important, je salue. L'idée vraiment, c'est de continuer à parler de cette base pour qu'elle devienne, comme on l'espère et comme ce qui est en train de se passer, mais on voudrait que ce soit vraiment un outil collaboratif où les gens peuvent intégrer des informations biographiques. En fait, on voudrait qu'au-delà de l'indemnité qui est franchement, enfin, vraiment le fondement de cette base, on voudrait quand même que toutes les informations biographiques dont les gens disposent puissent y être intégrées pour avoir une base la plus documentée possible. Voilà. Après, la base est amenée à évoluer. C'est en cours de discussion, donc je vais pas je vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais voilà, ce sont des projets de recherche qui sont publics. Enfin, c'est pas une question de secret, c'est simplement que c'est en train de se mettre en place. Donc, il faudrait qu'on soit à un stade plus avancé pour que je puisse en parler. Mais en tout cas, c'est vraiment un outil de travail qu'on ne va pas abandonner, qui sert de point de départ à une histoire qui, qui doit continuer et qui peut être prise sous différents angles, une histoire économique, une histoire politique, une histoire sociale. Donc c'est un outil qui doit continuer à nous servir et qui va évoluer. Merci à vous d'avoir été présente aujourd'hui. J'espère qu'on va continuer les discussions, peut-être dans un autre registre, à un autre moment, mais j'étais vraiment content de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui.